Leur calvaire a donc pris fin hier après 1277 jours de détention. Ils ont été remis aux autorités françaises. Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis mai 2022, sortis donc de la prison d'Evin. Ils sont désormais à l'ambassade de France de Téhéran. Ils vont bien et semblent être en bonne santé. C'est ce que disait hier le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Stéphanie Pérez. C'était au départ pour Cécile Kohler et Jacques Paris un simple voyage touristique en Iran. Une dizaine de jours à Pâques en 2022. Mais le 7 mai, veille de leur retour, tout bascule. Ils sont arrêtés puis incarcérés dans la redoutée prison d'Evin à Téhéran, dans la section des prisonniers politiques. Membre d'un syndicat enseignant, le couple est accusé d'atteinte à la sûreté du pays. Leur séjour coïncide avec des manifestations de professeurs. Le début d'un cauchemar de 3 ans. Sous la contrainte, 5 mois plus tard, ils enregistrent de faux aveux diffusés par la télé d'État iranienne. Ils sont forcés de dire qu'ils sont des agents des services de renseignement français. La France parle d'otages d'État. Les premières manifestations sont organisées. Leurs familles sortent du silence. Noémie, la sœur de Cécile Kohler, ne lâchera pas pendant 3 ans. 200 jours que nous sommes sans nouvelles, qu'elle est coupée du monde extérieur, ayant sans doute comme seul contact humain celui de ses geôliers et de ses interrogateurs. La mobilisation monte en puissance. Le portrait des 2 otages est affiché sur les grilles de l'Assemblée nationale. Les autorités françaises appellent à leur libération, en vain. L'inquiétude grandit lorsqu'en juin dernier, Israël bombarde Téhéran. La prison d'Evin est touchée. Les 2 Français sont transférés dans un lieu tenu secret, dans des conditions très difficiles. En septembre, la fille de Jacques Paris s'inquiète de l'extrême vulnérabilité de son père, qu'elle perçoit dans les rares messages qu'il peut envoyer. On va écouter message vocal puisque ça ne marche pas autrement. Donc je te redis que est en dette. Maintenant il nous reste à sortir d'ici. Ça c'est évidemment le plus gros problème. Le moral des 2 Français baisse de semaine en semaine. Mi-octobre, leur famille tire la sonnette d'alarme lorsqu'ils sont condamnés par la justice iranienne à 17 et 20 ans de prison pour espionnage. Et ils sont donc désormais entre les mains des autorités françaises. Direction le Quai d'Orsay. Retrouvez Gilles Papin. Bonjour à vous. On a appris, Gilles, ce matin que le président s'était entretenu avec Cécile Kohler et Jacques Paris. Oui, c'est l'Élysée qui l'a fait savoir. Le président de la République a pu leur parler par visioconférence. Et selon l'ambassadeur de France en Iran, cela a été très émouvant pour eux et pour le président. Et Cécile Kohler et Jacques Paris ont remercié le chef de l'État pour son engagement. L'ambassadeur de rajouter qu'après 3 ans et demi de détention dans des conditions très difficiles, ils vont bien et sont soulagés. Ce que l'on attend maintenant, c'est de savoir quand ils reviendront en France. Et on apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron a demandé au président iranien la libération pleine et entière de Cécile Kohler et Jacques Paris. Merci beaucoup Gilles Papin, donc depuis le ministère des Affaires étrangères. Alors la question qu'on se pose, c'est comment on négocie ces libérations, qu'est-ce qui se joue en coulisses et quelles en sont les conditions. Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec nos invités. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints sur France Info. Gérard Vespierre, vous êtes analyste géopolitique et fondateur du média Le Monde Décrypté.com. Merci. Christophe Gascar nous a rejoint, notre spécialiste des questions internationales évidemment sur France Info. Djilali Benchaban est avec nous aussi. Bonjour à vous. Vous êtes directeur du cabinet CIOS Stratégie et Conseil. Et puis Benjamin Brière nous a rejoint. Bonjour. Votre témoignage va être évidemment précieux. Vous avez été détenu, vous aussi, en Iran 3 ans, entre 2020 et 2023. Vous en avez d'ailleurs tiré ce livre, Azadi, 1079 jours otages en République islamique d'Iran, aux éditions Robert Laffont. Vous y racontez votre détention, hein, peut-être dans des conditions un peu similaires d'ailleurs de celles de Cécile Kohler et Jacques Paris. D'abord, comment vous avez accueilli cette annonce hier du processus de leur libération qui était lancé ? On l'accueille avec un trop-plein d'émotions. On ne réalise pas, même si c'est une petite victoire, parce qu'il faut rester prudent, dans le sens où ils ne sont pas encore libres. Mais c'est déjà une belle étape. C'est indescriptible, vraiment. Mais vous voulez prendre des précautions parce que vous savez que ça prend du temps et qu'on n'en est qu'au départ. Effectivement, ils sont encore, pour l'instant, à l'heure où on se parle, à l'ambassade de Téhéran. Oui, prudent parce qu'ils sont encore sur le territoire, malgré qu'ils soient sur un petit bout de France. Ils n'ont pas encore l'autorisation de quitter le territoire de la République islamique d'Iran. Et
est-ce que ça va durer 24 heures ou est-ce que ça va encore durer des mois? Et en fait, avec le régime de la République islamique, tout peut arriver. J'en ai fait les frais avec une fausse libération où on m'amène à 1 mètre de la sortie de la prison et en fait, on me dit de retourner en dortoir. Donc, voilà, tout peut arriver. Tant qu'ils n'auront pas quitté l'espace aérien iranien et que je ne les verrai pas dans les bras de leur famille, voilà, on mettra toujours un peu de prudence derrière. Vous avez été donc détenu, on le disait, pendant 3 ans, un peu moins de jours que Cécile Coller et Jacques Paris, qui sont, eux, pour le coup, sortis de cette prison d'Evin. Ça, c'est une certitude, en ce moment, en tout cas. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos conditions de détention? Les leurs, apparemment, étaient exécrables ces derniers mois. Je pense que même après ce que j'ai vu, vécu, je pense que c'est sincèrement rien du tout par rapport à eux. Leurs conditions de détention et les tortures psychologiques qui ont été menées quotidiennement sur eux, c'est indescriptible. Je pense que même moi, je ne peux pas comprendre ce qu'ils ont pu vivre. C'est vrai que leur avocat, qui était l'invité de France Info Radio ce matin, a parlé lui-même de torture. On les réécoute. Immense soulagement, parce que depuis 1200 jours, plus de 1200 jours, ce qu'ils ont vécu est insoutenable. On est sur une période qui, pour nous, s'assimilait à de la torture. Donc la torture cesse. Pourquoi nous ne parlons pas de libération? Parce que en France, par exemple, quand une personne est assignée à résidence en sortant de prison, le temps que cette personne passe en assignation à résidence est décompté par la loi française comme de la détention. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans une capacité à exercer cette liberté qui est celle de rentrer chez eux. Donc pour l'instant, ils sont toujours, vous nous disiez, dans une nouvelle forme de privation de liberté tant qu'ils ne sont pas dans l'avion de retour en France. À propos de vos conditions à vous, vous dites que les leurs sans doute étaient plus difficiles encore. Vous disiez-vous déjà que tout est fait pour vous briser et vous extorquer des aveux. C'est pour ça que vous parlez de torture psychologique? La torture psychologique, elle est constante. La torture physique, moi j'ai du mal à m'approprier ce terme-là, torture physique, même si j'ai été tabassé et roué de coups en vue d'extorquer des aveux. On a vu les aveux glaçants estorqués à Cécile et Jacques il y a plusieurs années. C'est glaçant, ça a dû être terrorisant pour leur famille et j'ose même pas imaginer les moyens de pression qu'ils ont pu faire sur eux, exercer sur eux, dans le sens où moi j'étais seul, eux ils étaient en couple. Effectivement, il y a eu cette prise de parole d'ailleurs de leur famille, c'était le 14 octobre dernier, lorsqu'on a su les peines auxquelles ils avaient été condamnés, 17 ans et 20 ans de prison. Christophe, on se souvient de cette conférence de presse des familles de Cécile Coller et Jacques Paris qui disaient « leurs conditions sont épouvantables, leurs conditions de santé se dégradent ». Est-ce que c'est ça aussi qui a permis aussi finalement que ça s'accélère du côté de l'État français ? Ce qui est certain, c'est que la mobilisation à la fois des comités de soutien, de la famille, le fait que finalement ces portraits soient affichés, que l'on n'oublie pas, c'est toujours effectivement la vraie difficulté lorsqu'il y a un otage qui est en prison et particulièrement à Téhéran, c'est que la mobilisation permet finalement à ces otages-là de poursuivre. Et d'ailleurs, ce matin, ils se sont entretenus par visioconférence avec le chef de l'État. Ils vont s'entretenir toute la journée puisqu'ils sont désormais à l'ambassade avec leur famille. Et ils ont dit très clairement, ils ont remercié effectivement leur comité de soutien, les familles, les amis qui leur ont finalement donné ce courage de poursuivre. 3 ans, c'est extrêmement long. J'ai une question d'ailleurs qui vous concerne puisqu'on le sait, ils accusent d'espionnage et finalement, on le voit bien, c'est souvent des accusations que vous niez bien évidemment, mais comment, dans cette torture psychologique, ils arrivent finalement à ce que vous puissiez dire ce qu'ils ont envie de dire? Ça va être tout à chacun. On n'est pas fait pareil. Je ne sais absolument pas ce qu'ils ont pu subir et comment ils ont pu tenir. Et même, en fait, à aucun moment, on peut en vouloir d'avouer des choses que même on n'a pas fait. J'ai passé des mois dans une cage d'isolement qui faisait 1,50 m sur 3 mètres, des néons allumés 24 heures sur 24 à dormir par terre. J'ai côtoyé des personnes qui ont fait presque 2 ans dans ce genre de cage. Est-ce que après 2 ans de ça, le meurtre de Kennedy, vous ne l'avouez pas non plus finalement, juste pour retourner en prison parce que c'est quand même un peu plus tranquille. Vous avouerez à un moment donné, c'est humain.
et on va pas être bâti pareil, mais c'est fait pour vous broyer. Comment on arrive à se reconstruire ensuite? Vous êtes, depuis votre arrivée en France, suivi psychologiquement justement pour essayer de se réparer? Alors, c'est un peu la double peine du retour, justement, avec l'État protecteur qui est en échec. Alors, merci pour le retour, merci pour la liberté. Par contre, le retour est une double peine. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'aide. Il faut serrer les dents. Et c'est maintenant la demande que je fais citoyenne, que ce soit à Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, et aux autres, que ce soit ministre de la Justice, Intérieur ou Premier ministre, de, s'il vous plaît, mettez enfin en place quelque chose, un guichet unique qui dépendra de la délégation interministérielle d'aide aux victimes, par exemple, quelque chose qui accompagne non seulement les familles pendant la détention, parce qu'il n'y a rien en place pour eux non plus, mais ensuite quelque chose qui accompagne les otages à leur retour, que ce soit de la facilitation administrative, que les impôts ne viennent pas me tombe pas dessus parce que je n'ai rien déclaré depuis 4 ans. On va y revenir évidemment à la difficulté. Non, je vous en prie de reprendre le cours normal de sa vie. C'est vrai, après avoir vécu ce genre d'expérience évidemment traumatisante. Cécile Kohler et Jacques Paris, pour revenir sur eux, ils n'en sont pas encore là, parce que comme vous l'avez rappelé, pour l'instant, ils sont juste entre les mains des autorités françaises, mais donc à Téhéran. Les négociations se poursuivent dans un cas comme ça. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame en coulisses? Qu'est-ce qu'on est en train d'envisager en fait? Quand on observe cette situation, la première chose que l'on souligne, en tout cas qu'on voit clairement, c'est qu'on est dans les principes de réciprocité, puisque au-delà de la libération de Cécile Kohler et de M. Paris, il y a de l'autre côté aussi la libération de la ressortissante iranienne qui avait été mise en examen tout à fait pour apologie du terrorisme et qui elle-même aujourd'hui est à l'ambassade d'Iran à Paris. Donc on est dans ce processus où les deux autorités doivent trouver un point de consensus. On voit qu'il y a clairement une négociation autour de la libération des ressortissants respectifs. Donc ça, c'est la première étape, se mettre d'accord sur un calendrier, sur les modalités. La question aussi est de trouver une posture d'équilibre qui ne mette pas en porte-à-faux ni l'une des autorités ni l'autre, puisque personne ne veut perdre la face ou donner l'impression qu'il va y avoir des concessions trop importante, parce qu'il y a le poids des opinions publiques, et en même temps, il y a cette dimension humaine qui est essentielle et qui pèse dans le canal de communication. Mehdi Esfandiari, elle a 39 ans, c'est une traductrice iranienne donc, qui a été remise en liberté le 22 octobre sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Ce procès se tiendra à Paris, devant le tribunal correctionnel du 13 au 16 janvier prochain. Ça veut dire qu'en attendant, on va être dans une deuxième étape où Cécile Kohler et Jacques Paris vont devoir attendre côté iranien de pouvoir revenir en France? C'est des deux côtés, c'est-à-dire du côté iranien, oui, on va attendre, du côté français également. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on aboutit à une négociation qui permette, et là encore j'insiste, aux États d'apparaître comme sur un principe d'égalité en sortant la tête haute. Oui. Parce que ces dimensions humaines, elles pèsent et aussi elles brouillent, parce qu'on est sur des irritants qui brouillent le canal diplomatique. Or, ces dimensions, elles pèsent et elles sont extrêmement complexes à dépasser. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron dit espérer, je cite le président, la libération pleine et entière de Cécile Kohler et Jacques Paris. Ça veut dire que vraiment les négociations se poursuivent. On n'en est qu'au début, Gérard Vespierre. Non. On n'est pas qu'au début? Non, elles ont commencé effectivement depuis l'arrestation de Mehdi Esfandiari, c'est-à-dire au mois de février. Et puis, regardons l'histoire, n'est-ce pas? Il y a déjà eu de tels processus en France il y a quelques années, en échange d'un prisonnier iranien qui était détenu dans le sud de la France, à la demande des États-Unis pour des questions de vente de technologies électroniques. Et il y a eu un échange de libération aussi avec des détenus français, des otages français. Et ce n'est pas un modèle français. Vous avez la même chose en Belgique. Vous avez eu la même chose en Belgique. Vous avez eu la même chose en Suède. Bon. Donc il s'agit effectivement, face à un État, appelons les choses comme elles doivent l'être, face à un État voyou qui a fait donc un amalgame total entre la justice et la politique. Il n'y a pas de séparation du système judiciaire du système politique. Le judiciaire est à la merci et dans la main et a pour mission d'appliquer des objectifs politiques du politique iranien. Donc c'est la répression, qu'elle soit intérieure au niveau de 3 à 4 pendaisons par jour, ou de la pression sur les États
européens ou autres, avec des arrestations d'otages. Vous avez le même système paranoïaque. L'Iran a peur depuis des années de la chute de son régime et donc elle applique cette répression globale. Benjamin Brière, plusieurs questions. Est-ce que vous avez su, vous, après coup, par exemple, les coulisses de votre libération ? Ce qui s'était joué ? Officiellement pour raisons humanitaires. Ça, c'est ce que me dira dans les yeux la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Catherine Colonna, où il n'y a pas eu de contrepartie parce que la France ne négocie pas apparemment. Par contre, il y a des coïncidences extrêmement troublantes. Je n'en ai pas la preuve matérielle, j'en ai les sources sûres. Le terroriste Assadollah Assadi est libéré peu de temps après mon retour, contre officiellement l'échange d'un humanitaire belge. Et bizarrement, moi, dès le 4e mois de mon arrestation, on me dit, mais t'es là pour lui, t'es là pour Assadi. Oui, parce qu'il y a des, vous le disiez, Gérard Vespa, mais c'est vrai que les arrestations d'Occidentaux se multiplient en Iran depuis les années 2010. Maintenant, il y a eu jusqu'à 7 otages d'État en même temps. 7. Vous 7 plaidez, Français. Voilà, 7 Français, et plus d'une trentaine d'Européens. Vous plaidez justement pour qu'on parle et que ce statut d'otage d'État soit reconnu. Oui, c'est très important parce que quand on rentre, tout est grisé. On est un pays de cases. Et la case otage d'État n'existe pas. C'est assez niche, si je peux m'exprimer ainsi, mais ça tend à s'étendre, malheureusement. On voit le cas encore avec Camilo Castro au Venezuela. On voit le cas avec deux prisonniers en Algérie aussi. Au retour, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement. Comment on fait pour retrouver une sécurité sociale ? Comment on fait pour... est-ce qu'on on arrêt maladie ? Comment on fait pour retrouver du travail ? Comment on fait pour potentiellement retrouver un logement ? Ce statut, il permettrait d'être accompagné. Voilà, d'avoir de la facilitation administrative, d'avoir une prise en charge psychologique, parce que à ce jour, même après 2 ans et demi, il y a un suivi, évidemment. Ça, c'est un choix de chacun. Mais ça peut coûter aussi des fortunes. Il faut aussi qu'il y ait une prise en charge des familles pendant la détention. Il y a l'ambassadeur qui vient à Paris, il veut rencontrer les familles. Les familles n'habitent pas forcément à Paris. Il faut prendre une journée de congé au pied levé. Il faut prendre des billets de train. Il faut prendre potentiellement une nuit d'hôtel. En fait, les personnes lambda et moyennes que nous sommes, revenus moyens, n'ont pas les moyens de faire ça. N'ont pas forcément les moyens de le faire. Djilali Benchaban, Cécile Kohler et Jacques Paris donc, sont actuellement à l'ambassade de Téhéran, à l'ambassade de France à Téhéran. Ils ont toujours été considérés d'ailleurs comme des otages d'État par le président de la République. C'était important pour le gouvernement français de poser ces mots pour montrer le caractère arbitraire de ces arrestations. Il y a la qualification arbitraire, cette idée justement qu'on est en dehors du droit et d'essayer aussi de poser les bases d'un dialogue qui permette justement de sortir de cette situation d'arbitraire. Après, j'aimerais aussi recontextualiser, c'est-à-dire que dans ces logiques d'otages, on a bien sûr la dimension humaine qui est extrêmement prégnante, mais il faut aussi rappeler que derrière, vous avez aussi des enjeux sous-jacents. Et géopolitique, tout à fait. Lorsque vous avez l'Iran qui avance dans ce processus entre guillemets, de facilitation de la libération, même si on est encore loin d'une libération totale. Il faut se rendre compte qu'on est dans un contexte où la guerre est passée avec Israël, où les négociations sur le nucléaire sont au point mort. Donc on est aussi sorti affaibli de la guerre des 12 jours avec Israël. Tout à fait. On est aussi dans une logique d'ouverture d'un canal diplomatique plus facilité avec Paris quand on est vers cette logique de geste humanitaire. Et on n'est pas simplement dans la dimension humaine, je dirais que c'est l'un des aspects, mais dans un enchevêtrement beaucoup plus complexe. Mais la géopolitique, effectivement, il faut en parler puisque ça a toute son importance dans ces affaires. Ces arrestations, elles sont tout aussi politiques que judiciaires, comme on vient de le préciser. Et dans un contexte sont d'abord politiques. Tendu. Elles sont d'abord et surtout. Et surtout, uniquement. Face à un État voyou. Je pense qu'on a effectivement les commentaires de notre ami Brière sont là pour dire effectivement l'État français ne fait pas effectivement tout ce qu'il devrait faire, mais l'État iranien, on en parle très très peu. On accuse très très peu cet État de se comporter comme il se comporte, n'est-ce pas ? C'est absolument inacceptable. Il faut être un peu en colère, et je le suis un peu ce matin, parce que ça relève, on ne met pas suffisamment en avant, dans l'ensemble du monde médiatique, les responsabilités de ces équipes au pouvoir à Téhéran depuis une quarantaine d'années.
C'est inacceptable. Alors on précise à chaque fois que ces arrestations, elles sont arbitraires et c'est ce qui fait aussi qu'on s'est fait l'écho. Au service de... On s'est fait l'écho à chaque fois de ces journées de détention bien trop nombreuses pour Cécile Kohler et Jacques Paris. C'est ce pourquoi d'ailleurs on traite de cette libération aujourd'hui, même si on n'en est qu'à la première étape évidemment. Donc je voulais revenir aussi avec vous, Gérard Vespierre, sur les relations entre la France et l'Iran en ce moment, alors qu'on sait que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont décidé de rétablir les sanctions envers l'Iran contre son programme nucléaire iranien, en l'occurrence. Est-ce que ça peut jouer dans ce contexte ? Je ne crois pas, parce que bon, là, c'est une démarche, je dirais, internationale. Regardez ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël, qui a bombardé donc une partie des installations militaires iraniennes. Ensuite, c'est les États-Unis qui ont bombardé les installations nucléaires iraniennes. Les 3 États que vous venez de citer, donc en plus de la France, l'Angleterre et l'Allemagne, qui ont donc déposé des sanctions, recours aux sanctions. Donc, dans le cadre du JCPOA, de l'accord sur le nucléaire. Donc, il y a vraiment un mécanisme mondial destiné à affaiblir, continuer d'affaiblir l'Iran pour que ce régime, de l'intérieur, il ne pourra pas, à mon humble avis, tomber que s'il y a effectivement une révolte ou une révolution à l'intérieur du pays. Mais c'est un dispositif global. Donc, ce qui se passe actuellement entre la France et l'Iran sur le sort de quelques otages n'est que le reflet d'une situation globale, c'est-à-dire un affrontement. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a un affrontement en vue de l'évolution de ce régime. Djilali Benchaban. Oui, je me permettrais juste de préciser, si effectivement on est dans un mécanisme global, il ne faut pas oublier que lorsqu'on agit sur cette dimension humaine, otage, il y a cette idée de rétablissement d'un canal de communication. Il y a toujours eu. Tout à fait, oui, il y a toujours eu. Mais les ambassades sont toujours ouvertes. Bien sûr, elles sont ouvertes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces séquences ne sont jamais anodines. Parce que ces États, qu'il s'agisse de la Chine, de l'Iran, de la Russie ou d'États forts autoritaires, sont sur des projections du temps long. On n'est pas sur des gestes uniquement symboliques. Lorsqu'on essaye d'avancer, c'est parce que derrière, il y a aussi un schéma. Il y a aussi cette idée peut-être de pouvoir rétablir un canal qui pourra permettre après d'avancer sur d'autres sujets. C'est la libération d'une Iranienne, n'est-ce pas ? Ce n'est pas des belles paroles. C'est peut-être qu'il y a le schéma, mais quel schéma ? Quel schéma ? Le schéma, c'est de rester au pouvoir le plus longtemps possible de la part de l'Iran. C'est ça le schéma. Il n'y en a pas d'autre. Donc ce n'est pas des concessions vis-à-vis du monde occidental, c'est des pressions pour maintenir en Iran le pouvoir des ayatollahs. La question des otages est une question effectivement qui renvoie à cette notion d'état de droit, du respect des normes internationales, mais ce n'est pas le facteur qui va être le facteur déterminant sur la question de la résilience d'un pouvoir. C'est un des aspects, mais ce n'est pas l'aspect fondamental. Et parmi les pays que vous avez cités, j'ajouterais également l'Algérie, avec Boualem Sansal, qui est accusé également depuis 5 ans de prison. Ouais. Vous vouliez en dire un mot justement peut-être ? Ce sera pareil. Moi, j'ai aucun impact sur leur libération, que ce soit Camilo Castro au Venezuela ou autre en Algérie. Par contre, il y a un soutien aux familles que je souhaite apporter dès mon retour, et il y a aussi comment tapisser au mieux pour que le retour soit facilité. Parce que quand on passe plus ou moins de temps, et en fait, c'est pas qu'une question de temporalité, de combien de temps on a passé en prison là-bas, c'est une question de trauma. On nous arrache à la liberté, on nous enferme, mais en fait, nous arracher à l'enfermement pour nous remettre en liberté, aussi beau que ce soit, ça s'apprend. C'est pas aussi évident que ça. Il faut se refaire sa place. On entend bien votre message est passé. En tout cas, c'est très précieux d'avoir eu votre témoignage. Merci beaucoup, Merci à vous. Benjamin Brière, d'être venu.